Tu sais, parfois, la famille, c'est pas ce qu'on croit. Parfois, ceux qui devraient te protéger sont les premiers à te trahir. Et parfois, ce qui commence par un simple coup de fil peut déclencher un feu que personne n'avait vu venir. Elle ne s'attendait à rien ce matin-là. Juste une tasse de café tranquille, un peu de silence, un moment à elle. Mais ce qu'elle allait entendre allait réveiller des blessures qu'elle croyait enterrées. Et ce qu'elle allait faire ensuite, personne, vraiment personne, ne l'avait vu venir. Accroche-toi. Parce que ce que tu vas découvrir, ce n'est pas une histoire comme les autres. Le ciel était d'un bleu limpide, l'air doux et tiède, et tout semblait indiquer que cette journée de dimanche serait parfaite. Assise sur la terrasse de ma maison nichée en pleine colline, je sirotais tranquillement mon café, un roman posé sur mes genoux, savourant ce calme rare que seule la distance familiale pouvait garantir. C'est précisément dans ce genre de moment que ma mère adorait frapper. Mon téléphone vibra. Un appel inconnu. Mais je savais. C'était elle. Je décrochai sans dire un mot. Ma douce Élodie, susurra sa voix comme du miel trop épais. Tu vas être ravie, j'ai une nouvelle merveilleuse à t'annoncer. 8 ans. 8 longues années sans le moindre contact avec mes parents, depuis ce fameux soir où j'avais eu l'audace de choisir une école de design plutôt que de suivre leur pas vers la faculté de droit. Pour eux, cette décision avait été un crime de lèse-majesté. Ils m'avaient renié avec autant de panache que de cruauté. Mais depuis, j'avais bâti ma propre entreprise de décoration d'intérieur, ma maison dans les hauteurs était devenue une référence dans les magazines, et mon indépendance, mon plus grand trophée. Je pris une inspiration lente. « Qu'est-ce que tu veux, maman ?» demandai-je, déjà lasse. « Ne sois pas si sèche, ma chérie. C'est une bonne nouvelle. Ton frère, Raphaël, va se marier. » Je restai silencieuse. Mon frère, leur fierté, leur bijou, l'éternel préféré. Toujours premier en tout, même quand il échouait. Avec Camille Bresson, tu te souviens d'elle? La fille du club d'équitation? Je me souvenais très bien de Camille. Un jour, lors d'un gala, elle m'avait renversé volontairement un verre de vin rouge sur une robe blanche que j'avais cousue moi-même. Elle avait éclaté de rire sous le regard complice de ma mère. « Félicitations à eux », dis-je simplement, prête à mettre fin à l'appel. Mais bien sûr, elle n'avait pas fini. « Attends, ce n'est pas tout. Nous avons pensé que ce serait parfait d'organiser le mariage, chez toi. » Je faillis m'étrangler avec mon café. « Excuse-moi? Mais oui. Tu as tellement d'espace, ce jardin magnifique. Et puis, Raphaël s'en souvient, tu sais, il est venu une fois quand tu faisais ta crise avec l'histoire de l'héritage. Il a été très inspiré par le cadre. On pensait au 16 septembre. Les prestataires sont déjà partants. » Je ris. Un rire sec, incrédule, presque douloureux. « Non. » Un silence. « Comment ça, non ?» demanda-t-elle, comme si ce mot ne faisait pas partie de mon vocabulaire. « Non. Vous n'aurez pas le mariage ici. C'est ma maison, pas une salle des fêtes familiales. » Sa voix se fit plus basse, presque un murmure venimeux. « Ne sois pas égoïste, Élodie. C'est un jour important pour ton frère. Après tout ce qu'on a fait pour toi. » Je me levai brusquement. Mon café se renversa sur le sol de pierre. « Tout ce que vous avez fait pour moi? Comme me foutre à la porte à 18 ans? Ou transférer ma part d'héritage à votre fils prodigue pour sa première start-up bidon? Oh, pas encore cette histoire. Tu dramatises toujours autant. Jérôme, parle-lui, s'il te plaît. » Une voix plus grave prit le relais. « Mon père. Élodie, tu es ridicule. Les invitations sont déjà envoyées. Le mariage a lieu chez toi. Tu n'oserais pas faire scandale devant 200 invités, tu tiens trop à ton image. » Je serrai les dents. Ce vieux piège. Il comptait encore sur ma peur du regard des autres. Sur mon besoin d'être aimé. De ne pas être la honte de la famille. Mais cette fille-là n'existait plus. « Essayez-moi, dis-je, d'un ton glacial. » Il commença à hausser le ton, mais je le coupai net. « Non. Écoutez-moi bien. Si vous posez un seul pied sur ma propriété sans mon autorisation,
je vous poursuis pour violation de domicile. Et je vous jure que je le ferai. Tu es ingrate, Élodie, lança ma mère en reprenant l'appareil. Parfait. Ruine le mariage de ton frère, ajoute-le à la liste de tout ce que tu nous dois. Mais quand tu seras seule avec tes pinceaux et ta maison vide, ne viens pas pleurer. Elle raccrocha. Je restai là, le cœur battant, le regard perdu dans les collines. Un message s'afficha sur mon téléphone. Raphaël. Trop hâte de célébrer mon grand jour chez toi, sœurette. Camille a déjà contacté les décorateurs. Essaie de pas tout gâcher comme d'habitude. Je fermai les yeux, inspirai profondément, puis me dirigeai vers mon bureau. Il croyait toujours que j'étais la fille docile, dépendante, apeurée. Je souris, lentement. Très bien. Vous voulez jouer? Alors jouons. Je pris mon téléphone et composai un numéro. Allô? Répondit une voix féminine joyeuse. Salut, Maya. Tu m'as dit un jour que ton oncle était juge, non? J'ai besoin de lui. Et j'ai besoin que tu m'écoutes jusqu'au bout avant de dire que je suis folle. Elle rit doucement. Oh non, Élodie. Qu'est-ce que tu prépares encore? Je fixai la date du 16 septembre sur mon agenda. De la justice. Mais de la justice, spectaculaire. T'es sûr que tu veux faire ça aujourd'hui? On pourrait juste boire du rosé et bitcher sur ta famille, lança Maya depuis le bas de l'escalier poussiéreux. J'ai besoin de preuves, répondis-je, la lampe torche à la main, montant les marches grinçantes du grenier. Tout ce qu'ils m'ont fait, j'ai tout gardé. Je savais qu'un jour, ils essaieraient de revenir me prendre quelque chose. Mais cette fois, je serai prête. Le grenier sentait le vieux bois et l'oubli. Depuis mon déménagement ici, je n'y avais jamais vraiment mis les pieds. Mais aujourd'hui, les fantômes de mon passé m'attendaient, bien rangés dans des cartons scellés à la hâte. J'en trouvai un au fond, recouvert de poussière, étiqueté en majuscules adolescentes, ne pas ouvrir. Oh mon Dieu, c'est une capsule temporelle. Souffla Maya, les yeux brillants. Tu penses qu'on va trouver des secrets de famille, ou juste des posters de boys band? Je ne répondis pas. Mon cœur battait trop fort. Je m'assis en tailleur et ouvris le carton. Le premier objet fut une photo. Moi, à 16 ans, debout fièrement devant ma toute première exposition de peinture. En arrière-plan, mes parents, visage fermé, et Raphaël, assis dans un coin, concentré sur son téléphone. Voilà, dis-je. Le jour où j'ai gagné le concours régional, et le jour où ils m'ont dit que je gaspillais ma vie. Je sortis un vieux journal. Mes écritures griffonnées étaient encore là, pleines de rage retenue. Je lus à voix haute. Ils ont déchiré ma lettre d'acceptation à l'école d'art. Papa a dit. Pas de fille ratée sous mon toit. Maman a pleuré, mais pas pour moi. Elle a pleuré parce que je brise son cœur-point. Maya posa une main sur mon épaule. Ces gens sont des monstres. Mais tu t'en es sorti. Regarde où t'en es. Je hochai la tête, mais je n'étais pas là pour les larmes. Je fouillai plus loin dans la boîte et mes doigts tombèrent sur une enveloppe froissée. Mon cœur s'accéléra. Je la reconnus immédiatement. C'était la lettre qu'on m'avait laissée le lendemain de mon bac. Je la dépliai lentement. Puisque tu refuses de suivre les directives familiales, tu dois quitter cette maison avant demain matin. Ton fonds universitaire sera réaffecté à des projets plus pertinents. Ne nous contacte pas tant que tu n'auras pas changé d'avis. Je murmurai la dernière phrase. Des projets plus pertinents, ça voulait dire Raphaël. Pour sa 3e tentative en école de commerce. Qu'il a quitté au bout de 2 mois pour lancer son application de location de scooter. Échec total. Maya grimaça. Et tu crois que c'est ton héritage qu'ils ont utilisé pour financer ça? Je le sais. Je l'ai découvert grâce à la secrétaire d'un notaire, qui m'avait contacté par erreur il y a quelques années. Mais je n'avais jamais retrouvé les documents. Jusqu'à maintenant. Je sortis une autre enveloppe, plus officielle. Le nom de mon ancienne marraine y figurait. À l'intérieur, une lettre du cabinet d'avocat de son testament, datée de 10 ans plus tôt. Elle m'avait légué 200 000 € pour financer mes études et lancer ma carrière artistique. Et ça, dis-je en sortant un relevé bancaire joint à la lettre,
montre que l'argent a été transféré sur un compte au nom de mon père. 2 mois avant mes 18 ans. Maya se pencha, bouche bée. Mais c'est du vol pur et simple. C'est de la fraude. Mais il y a prescription pour une action pénale. Je me levai, le regard déterminé. Mais pas pour une action civile. Maya rit. Tu es sérieuse? Tu vas les poursuivre? Avec l'aide du juge Adrien. Et je vais faire plus que ça. Je vais les forcer à affronter ce qu'ils m'ont fait. En public. Légalement. Douloureusement. Elle resta silencieuse un moment, puis lâcha. Tu es diabolique. Je t'aime. Pas diabolique. Juste, enfin prête. Nous redescendîmes, les bras chargés de dossiers, de lettres, de preuves. Sur le canapé, je disposais tout en catégories. L'héritage volé. L'expulsion. Les frais illégitimes. Les messages passifs-agressifs de ma mère. Et, cerise sur le gâteau, un dossier intitulé Chantage émotionnel continu. Mon téléphone vibra. Camille. Un message vocal. Coucou Élodie. C'est Camille. Écoute, je voulais juste qu'on parle entre filles. Tu sais, je sais que les relations familiales sont parfois compliquées, mais ce mariage est tellement important pour Raphaël. Ce serait génial que tu sois coopérative. On a déjà réservé les fleuristes, et les traiteurs. Et puis, ce serait bien que tu fasses un petit effort. Pour une fois. Maya écouta le message, les yeux écarquillés. Elle te menace en mode voix douce. Exactement. Et je vais enregistrer toutes ces tentatives. Parce que quand les choses vont exploser, je veux un dossier complet. Elle me regarda, admirative. Tu prépares une guerre juridique? Je hochai la tête. Pas une guerre. Une renaissance. Et s'ils veulent que leur fils chéri se marie en grande pompe, alors qu'ils découvrent ce que ça coûte de manipuler une femme libre. Lundi matin. Le soleil perçait à travers les rideaux de mon bureau tandis que Maya gribouillait des idées sur un carnet. Devant nous, une carte géante de mon jardin, imprimée sur un panneau rigide, trônait comme une déclaration de guerre. Les zones A, B et C étaient colorées en arc-en-ciel, symbole des scènes, food truck et espace chill du festival que j'étais sur le point d'héberger. Tu réalises que tu vas transformer ton terrain en mini Coachella queer pendant que ta famille s'attend à un mariage style magazine bourgeois? Je souris, un brin diabolique. Exactement. Quelques jours plus tôt, j'avais rencontré le juge Adrien dans un petit café discret. L'homme, élégant, peint sans rire, avait pris le dossier entre ses mains fines, lu 3 pages et levé les yeux vers moi avec un sourire à peine dissimulé. Vous avez de quoi faire sauter un petit empire familial avec ça, avait-il dit en refermant le dossier. Et vous avez pensé à ce que vous voulez faire de toute cette puissance? Je veux les empêcher de me faire du mal. Et je veux qu'ils comprennent que je ne suis plus leur marionnette. Adrien avait tapoté le dossier. Très bien. Alors on va officialiser ce terrain comme lieu de festival privé pour le 16 septembre. Ça sera tout à fait légal. Et j'appellerai le directeur du collectif Arc-en-Vie. Ils cherchent justement un nouveau site. Ils seront ravis. Et ils l'étaient. Le lendemain, j'avais reçu une avalanche de mails, logistique, décors, scènes, artistes, dont Raya Nova, une icône queer qui avait accepté de chanter en clôture du festival. Maya me regarda fixer la carte du jardin avec un air songeur. Ils vont s'étrangler quand ils verront les drapeaux arc-en-ciel à la place des arches en fleurs blanches. Je ricanai. Ils veulent un conte de fées. Ils auront une légende. À ce moment-là, mon téléphone vibra. Numéro inconnu. Je décrochai, méfiante. Allô? Salut. Élodie? C'est moi, Thomas. Le nom me frappa comme une gifle. Thomas. Mon ex. Celui que mes parents avaient tenté de me faire épouser à 22 ans, sous prétexte qu'il était parfait pour assurer mon avenir. Beau, avocat, lisse comme une table en verre, et aussi creux. Je restai un instant silencieuse. Qu'est-ce que tu veux, Thomas? Ta mère m'a demandé de te parler. Elle pense que je peux t'aider à voir les choses sous un autre angle. Bien sûr qu'elle t'a appelé. Et bien sûr que tu as accepté. Il rit, gêné.
Tu as l'air tendu. Pourquoi on ne prendrait pas un verre? Pour discuter calmement? Maya m'observait, yeux plissés. Je mis le haut-parleur. Un verre? Pour que tu me répètes, en direct, que je suis irrationnelle, comme quand je t'ai dit que je ne voulais pas me marier avant 30 ans. Silence à l'autre bout. Élodie, t'as changé. Non. J'ai évolué. Nuance. Je raccrochai. Maya applaudit lentement. Encore un point pour la justice divine. Je me replongeai dans mes emails. Camille venait de m'envoyer une liste de prestataires, en me mettant en copie avec tout le club de golf de mes parents. Le message disait: un immense merci à Élodie qui a la gentillesse de nous prêter son charmant domaine pour célébrer notre amour. Vous trouverez ci-joint la liste finale des prestataires, avec les horaires et les coordonnées pour la coordination le 16. J'ouvris la pièce jointe. Des dizaines de prestataires. Tous réservés. Tous listant mon adresse comme lieu de livraison. Et une autre pièce jointe. Une facture de 42 500 €, à mon nom. Maya se pencha, horrifiée. Dis-moi que c'est une blague. Non. Ils ont utilisé ma carte bancaire professionnelle. L'une que j'avais laissée à mon nom sur un vieux compte partagé avec mon père pour mon entreprise naissante, il y a des années. Fermée, mais visiblement toujours active. Une négligence de ma part. Je soupirai. Ils essaient de me piéger financièrement. Me forcer à assumer des dépenses que je n'ai jamais autorisées. En pensant que je céderais pour éviter la faillite. Je pris une gorgée de café. Ce qu'ils ne savent pas, c'est que j'ai clôturé ce compte hier. Et que tous les virements seront refusés dès aujourd'hui. T'es une sorcière. Dans le bon sens, dit Maya avec un sourire. Une sorcière avec un avocat. Et un juge dans sa poche. Je répondis à l'email de Camille en mettant le juge Adrien en copie cachée. Bonjour Camille, je suis surprise de découvrir que ma maison est encore listée comme lieu de votre événement. Je vous rappelle que je n'ai jamais donné mon accord et que toute utilisation frauduleuse de mon identité ou de mon adresse sera traitée comme une usurpation. Bonne journée. 20 minutes plus tard, je recevais un appel de mon père. Je le laissai aller sur la messagerie. Sa voix grave résonna. Élodie, assez joué. Ce mariage est important. Tu ne vas pas saboter tout ça pour une vieille rancune. Thomas est prêt à te pardonner, tu peux encore revenir dans la famille. Agis comme une adulte, pour une fois. Je faillis éclater de rire. Revenir dans la famille? Pardonner? Par Thomas? Maya attrapa une tablette et me montra la page Instagram de Raphaël. Une nouvelle publication, déjà pleine de commentaires. Une photo de mon jardin. Ma fontaine personnalisée en arrière-plan. Lieu du futur mariage à nos étincelles. Merci à ma sœur de mettre son côté bohème de côté pour un vrai événement chic. Ils veulent te faire passer pour la rebelle repentie qui revient dans le rang, analysa Maya. Alors ils seront déçus. Je cliquai sur le compte du collectif Arc-en-Vie. Le post de lancement de leur festival de la fierté venait d'être publié. Nouvel emplacement. Domaine privé au cœur des collines. 3 scènes, artistes queer, drag show, food truck, Digi7. Le 16 septembre, on célèbre notre fierté ensemble dans un lieu exceptionnel étincelle drapeau blanc arc-en-ciel. Déjà des centaines de partages. Le contraste avec la vision traditionnelle de mes parents serait spectaculaire. Je sentais que tout s'alignait. Il restait un mois. Un mois pour finaliser les permis. Un mois pour déposer le dossier de plainte civile. Un mois pour que la vérité sorte, et que leur faux conte de fait se transforme en cauchemar de relations publiques. Je refermai mon ordinateur, le regard fixé sur l'horizon. Ce n'est plus une guerre. C'est une œuvre d'art. Vendredi soir. 21 h. J'avais à peine refermé mon ordinateur que l'interphone grésilla. Élodie? C'est moi, Raphaël. Le ton, faussement léger, m'alluma aussitôt les nerfs. Qu'est-ce qu'il faisait là? Mon sang ne fit qu'un tour. Qu'est-ce que tu veux? T'es pas obligé d'être aussi sèche. Je voulais juste parler. Face à face. On est quand même frères et sœurs. Toi,
T'as jamais été que le miroir de leur orgueil, Raphaël. Pas mon frère. Silence. Je peux entrer? Demanda-t-il finalement. Tente ta chance, mais sache que l'allée est déjà sous surveillance vidéo, et que chaque mot que tu diras peut être utilisé en justice. Tu veux toujours venir? Je n'entendis plus rien. Et puis, un bruit de moteur qui s'éloignait. Et une tentative de manipulation de plus, ratée, commenta Maya depuis le canapé, une coupe de vin à la main. Je m'assis à côté d'elle, fatiguée mais satisfaite. Ils commencent à sentir que ça leur échappe. Et ça ne fait que commencer. Astérisque astérisque. Le lendemain matin, tout changea. Maya me réveilla en sursaut, téléphone à la main. Ils sont là. Qui? Ta mère. Ton père. Et elle plissa les yeux. Camille. Avec un organisateur de mariage. Et un camion de livraison. Ils sont là, devant le portail. Avec des fleurs et des rideaux en dentelle. Je me levai d'un bond, enfilant un peignoir, marchant vite jusqu'à la caméra de surveillance affichée sur l'écran du salon. C'était un cauchemar théâtral. Ma mère, en tailleur ivoire, donnait des ordres en agitant les bras. Mon père, en costume, parlait au chauffeur. Et Camille, portait un voile. Un voile. En pleine allée, comme si elle répétait une entrée triomphale. Ils sont devenus fous, souffla Maya. Non. Ils croient encore que je vais céder à la pression. Que je vais plier. Je pris une grande inspiration. Puis j'ouvris la porte d'entrée. En bas de l'escalier, je les vis tous se tourner vers moi. « Qu'est-ce que vous faites chez moi ?» dis-je, chaque mot tranchant comme une lame. Ma mère avança, sourire rigide. « Élodie, ma chérie, nous voulions juste tester quelques idées décoratives. Tu comprendras, on a besoin de visualiser. Il n'y aura pas de mariage ici. Arrête ce cirque, ordonna mon père. Tu joues à la petite rebelle depuis assez longtemps. C'est la propriété familiale, que tu le veuilles ou non. Non, papa. C'est ma maison. Et tu n'as aucun droit ici. Je sortis un dossier de ma pochette et le tendis. Voici la notification légale du contrat signé avec le collectif Arc-en-Vie. Le 16 septembre, ce terrain est réservé légalement à un événement privé à but non lucratif. Tout intrus non autorisé sera expulsé. Tu plaisantes. Hurla Camille. Tu veux nous empêcher de nous marier? Non. Je vous empêche de voler mon espace et mon identité. Tu nous humilies devant toute la ville, siffla ma mère. Ah, l'humiliation. Vous n'avez pas eu autant de scrupules quand vous m'avez mise à la porte à 18 ans. Ce n'est pas pareil, gronda mon père. Tu avais choisi la déchéance au lieu de la réussite. Non. J'ai choisi ma liberté. Et je suis sur le point de vous la faire goûter. Camille, furieuse, tourna les talons et bouscula une jardinière de lavande. C'est une blague. Je ne laisserai pas une hystérique me voler mon mariage. Elle s'élança vers moi. Avant qu'elle n'atteigne la porte, 2 agents de sécurité surgirent embauchés par moi, bien sûr, et s'interposèrent avec calme. Madame, vous êtes en violation d'une propriété privée. Nous vous demandons de reculer immédiatement. Ma mère ouvrit la bouche pour protester, mais Maya arriva, téléphone à la main. Souriez. Vous êtes en direct. Un live Instagram. Plus de 2000 personnes déjà connectées. Je levai la main vers la caméra. Bonjour à tous. Pour ceux qui se demandent ce qui se passe, une tentative d'envahissement familial d'un domaine privé pour y organiser un mariage sans autorisation, malgré un contrat en vigueur avec un collectif LGBTQIA+. On vous laisse juger. Les commentaires fusaient. C'est un film ou quoi? Team Élodie, reine de la dignité. La mariée est en mode Godzilla. Camille hurla de rage. Elle se jeta vers une banderole arc-en-ciel attachée au portail. Elle la déchira. Maya fit un zoom parfait. Vandalisme enregistré. Un autre agent de sécurité appela la police.
Tu ne peux pas faire ça. Hurla Camille. Tu es malade. Non. Je suis guérie de vous. La police arriva. Professionnels, calmes, ils prirent les dépositions. Camille tenta d'expliquer qu'elle était la mariée, que c'était un malentendu. Mais les preuves vidéo disaient tout. Vous devez quitter les lieux immédiatement, dit un officier. Ma mère plaqua une main contre sa poitrine. Vous traitez vos parents comme des criminels. Je traite les inconnus envahissants comme la loi me le permet. Raphaël arriva en courant, visiblement appelé à la rescousse. Il nous trouva au milieu du désastre. Camille en pleurs, ma mère livide, mon père rouge de colère. Élodie, voyons. Tu exagères. Vraiment? Parce que selon mon avocat, il y a désormais 3 infractions documentées. Et une 4e si je décide de déposer plainte pour usage frauduleux de ma carte bancaire. Il recula. Je souris. Allez. Partez. Sauvez ce qu'il vous reste de dignité. La police les escorta hors du domaine. Quand le portail se referma derrière eux, je restai un instant figé. Puis je me tournai vers Maya. Tu penses qu'ils vont t'abandonner? Elle me fixa avec un air triste mais fier. Non. Mais ils savent maintenant que tu n'es plus leur victime. Je soupirai. Le silence retomba comme un rideau de théâtre après un acte intense. Mais je le savais. Ce n'était pas fini. Ce n'était que l'entracte. 16 septembre, 7 heures. Le soleil s'était levé sur la colline comme s'il savait qu'un événement légendaire allait s'y dérouler. Devant ma maison, le calme habituel avait cédé la place à un bal coloré de camions, artistes, techniciens, et volontaires. Les scènes étaient presque prêtes. Les stands se montaient. Les bannières flottaient. Des drapeaux arc-en-ciel ondulaient dans le vent. Le collectif Arc-en-Vie avait fait un travail magistral. Ce festival était plus qu'un événement, c'était une déclaration. De vie, de liberté, de dignité. Maya déboula dans la cuisine, un croissant dans une main, un talkie-walkie dans l'autre. Zone B opérationnelle. DJ installé. Le bar à paillettes est prêt. Et les food trucks arrivent dans 30 minutes. Parfait. Je m'assis une minute sur ma terrasse, observant le va-et-vient. C'était beau. Lumineux. Vivant. Et si loin du monde étriqué que ma famille avait tenté de m'imposer. Tu es prête pour le chaos? Demanda Maya en s'asseyant à côté de moi. Je suis née dedans. Mais cette fois, je l'ai décoré moi-même. 9h12. Un SMS de Maya. Ils arrivent. 3 voitures noires. 2 camionnettes. Et Camille en robe blanche. Elle a osé. Je souris, me levai, et marchai calmement jusqu'au portail. Ma robe était simple, élégante, fluide. Une création maison. Couleur bleu nuit, avec des broderies dorées. Pas une armure, non une affirmation. Devant le portail, 3 Mercedes, une limousine, et une camionnette de traiteur bloquaient la petite route. Quand le portail s'ouvrit, ma mère en descendit en première, talons enfoncés dans le gravier, lunettes de soleil oversize sur le nez. Camille la suivait, en robe de mariée. Oui. Une robe complète. Longue traîne, diadème, bouquet. Rien que ça. Élodie. Qu'est-ce que c'est que ce cirque? Elle parlait du festival derrière moi, déjà plein de couleurs et de musique. Bonjour maman. Bienvenue à la 16e édition du Festival de la Fierté Arc-en-Vie. Elle ouvrit la bouche. Aucun son ne sortit. Raphaël descendit à son tour, les sourcils froncés. Tu plaisantes? Non. J'ai signé le contrat il y a 2 mois. Ce terrain est officiellement réservé pour aujourd'hui. Avec autorisation municipale. Permis, sécurité, tout est légal. Le traiteur, confus, me montra un bon de livraison. Madame. Hall? On doit installer le buffet ici, c'est bien ça? Désolé, mais je n'ai jamais signé ce bon. Votre contrat est frauduleux. Adressez-vous, Je désignai mon père, qui s'approchait, les mâchoires serrées. C'est une mise en scène grotesque. Tu vas tout faire annuler.
C'est drôle. Vous avez dit exactement ça quand j'ai décidé d'être artiste. Il tenta de forcer le passage. 2 agents de sécurité s'interposèrent. Camille, furieuse, attrapa le portail. Tu ne vas pas nous barrer l'entrée. C'est mon jour. Correction. C'est le jour de centaines de personnes ici réunies pour célébrer l'amour et l'identité. Pas pour faire semblant dans une robe à 10 000 €. Camille poussa un cri, attrapa une banderole, et tenta de la déchirer. Touchée encore une fois à une installation du festival, intervint Maya, caméra en main, et vous ferez la une de tous les réseaux avant midi. Tu es une sorcière. Hurla Camille. Une sorcière jalouse qui a toujours voulu me nuire. Je haussai un sourcil. Camille, ma maison te servait juste de décor. Mais voilà, le décor a un cerveau. Et des avocats. 9h45. La police arriva. Prévenu à l'avance, bien sûr. L'officier en chef s'approcha, salua respectueusement. Madame Elodie Hall? Présente. Les individus ici présents tentent de pénétrer sur une propriété privée durant un événement déclaré. Souhaitez-vous porter plainte pour violation de propriété? Non. Pas encore. Donnez-leur une chance de partir par dignité. S'ils refusent, je veux un procès complet. Le policier se tourna vers mes parents. Vous êtes en infraction. Veuillez quitter les lieux. Camille, en larmes, tomba à genoux dans sa robe. Les caméras captèrent tout. Je vais ruiner ta vie. Tu m'as volé mon mariage. Non. Je t'ai empêché de voler mon espace. Nuance. Ma mère sanglota à côté d'elle. Mon père se redressa, les yeux injectés de colère. Tu crois que tu as gagné? Tu vas regretter cette mascarade. Je souris calmement. J'ai juste commencé à écrire le scénario. Vous n'avez fait que jouer votre propre chute. 10h30. Le portail se referma derrière eux. Ils étaient partis. Humiliés. Filmés. Ridiculisés. Le festival battait son plein. Musique. Danse. Rire. Célébration. Je montais sur la scène principale. Le micro en main, j'observais la foule. Bonjour à tous. Je m'appelle Elodie. Je suis heureuse et fière de vous accueillir ici, chez moi. Aujourd'hui, on ne fête pas juste la fierté. On fête aussi la liberté. Celle de dire non. Celle de choisir. Celle de se relever. Merci d'être là. Ce lieu est à vous aujourd'hui. Tonnerre d'applaudissements. 13h20. Tendance Twitter. Hashtag fierté contre faux mariage. Hashtag Elodie la légende. Hashtag Justice Arc-en-Vie. L'un des clips les plus partagés. Camille en robe blanche criant tu me ruines ma vie. Suivi d'Elodie répondant calmement j'ai juste commencé le scénario. 17h. Un message du juge Adrien. Plainte déposée. Assignation envoyée au domicile familial. Faites des copies pour la presse. On va bien s'amuser. Un autre de Maya. Netflix a leaké la vidéo. Je crois qu'il nous regarde. 19h45. Raphaël posta sur son compte LinkedIn. Le respect des valeurs traditionnelles passe par l'écoute, pas par l'exclusion. Certaines décisions familiales doivent être repensées. Trop tard, mon frère. Le monde a déjà vu. Et il a choisi son camp. 22h30. Assise sur ma terrasse, un verre de champagne à la main, j'observais les dernières lueurs du festival. Des feux d'artifice éclataient au loin. Des rires flottaient dans la nuit. Maya me rejoignit. Comment tu te sens? Je tournai mon regard vers elle. Libre. Et prête pour la suite? Le procès? Les interviews? Je souris. Prête. Plus que jamais. Et dans le ciel de septembre, au-dessus des collines, une bannière colorée flotta. Là où on voulait m'effacer, j'ai construit une scène. 15 jours après le festival. Le monde ne parlait que d'elle. Les réseaux sociaux, les journaux, même des podcasts s'étaient emparés de son histoire. La sœur déshéritée qui avait transformé un mariage volé en un festival d'émancipation. On m'appelait la justicière des collines, l'icône involontaire ou encore la femme qui a dit non, et l'a prouvé.
Mais derrière les projecteurs, le vrai combat commençait à peine. Maya entra dans mon bureau, tenant un dossier épais comme un dictionnaire. Nouvelle offensive juridique de tes parents. Leurs avocats viennent de déposer une demande de conciliation. Ils veulent éviter le procès. Je levai les yeux. Ça sent la panique. Surtout depuis que le comité du Club Royal leur a retiré leur adhésion à vie. Et que la paroisse les a convoqués pour manquement éthique. Je pris le dossier, l'ouvris. Leur avocat, un certain maître Lemaire, proposait un règlement à l'amiable. 50 000 € de compensation, soit un quart de ce qu'ils m'avaient volé. Un communiqué discret en ligne. Et, tenez-vous bien, la promesse d'un futur dialogue familial. Je ricanai. Ils ne veulent pas se réconcilier. Ils veulent sauver la façade. Et éviter que leur vie privée devienne publique aux audiences. Je refermai le dossier. On va en audience. Jusqu'au bout. Le lendemain, au cabinet d'Adrien, nous étions tous réunis. Moi, Maya, le juge, en robe, bien sûr, et Claire Mourier, mon avocate, redoutée dans tout le barreau pour ses plaidoiries millimétrées et sa mémoire photographique. Leur dossier est vide, dit-elle en feuilletant les pièces de la partie adverse. Des justifications émotionnelles, aucune preuve contraire, aucune remise en question. Ils misent tout sur votre culpabilité familiale et l'idée que vous ne supporterez pas l'exposition médiatique du procès. Je souris, glacial. Ils se trompent de femme. On a la preuve du détournement d'héritage, enchaîna Claire. Les relevés de banque, la lettre testamentaire, les captures d'écran, les témoignages. Et maintenant, la tentative de forcer l'utilisation de ta propriété, les faux contrats, les prélèvements bancaires illégaux. Adrien se pencha vers moi. Tu réalises que tu pourrais les ruiner? Je hochai la tête. Et pourtant, ce n'est pas ce que je cherche. Je veux qu'ils assument. Qu'ils soient contraints de dire, à voix haute, ce qu'ils ont fait. Qu'ils soient réduits à l'humilité qu'ils m'ont refusée pendant toute ma jeunesse. Maya hocha la tête, un brin ému. Tu veux de la vérité. Pas juste une victoire. Exactement. 3 jours plus tard, la convocation officielle fut envoyée. L'audience aurait lieu dans 2 semaines. Le procès serait public. Ma boîte mail explosa. Des journalistes. Des chaînes. Même une boîte de production de documentaires. Je répondis à tout le monde par un communiqué sobre. Ce procès ne vise pas à exposer une famille, mais à restaurer une justice qui m'a été refusée. Je ne suis pas une héroïne. Je suis juste une fille qui en a eu assez. La semaine suivante, Maya arriva chez moi en trombe. Tu ne vas pas aimer ça. Elle posa son téléphone sur la table. Une vidéo, publiée sur un compte anonyme. Montage visuel, musique douce, voix off solennelle. Parfois, une fille s'égare. Et détruit ceux qui l'ont élevée. Elodie Hall, la vérité derrière le masque. Je visionnais, glacé. Des extraits sortis de leur contexte. Des photos de moi adolescente, pleurant lors d'un gala. Des morceaux de lettres, des rumeurs. Et le pire, une voix off de Thomas. Oui. Thomas. L'ex. Celui qui m'avait contacté sous prétexte d'apaiser la situation. Il est derrière ça, dit Maya. C'est évident. Ils veulent salir ton image avant le procès. Je pris une profonde inspiration. Parfait. On va leur répondre. Mais pas avec une vidéo. Avec la loi. 2 jours plus tard, tribunal de la ville haute. Le silence dans la salle d'audience était plus lourd que jamais. Chaque respiration semblait résonner comme un coup de tonnerre. La juge entra, ses talons résonnant sur le sol de marbre. Elle s'installa, feuilleta brièvement quelques pages, et leva les yeux vers nous. Après examen complet des preuves, des témoignages et des antécédents. Une pause. Un battement de cœur suspendu. Le tribunal reconnaît que les faits présentés par mademoiselle Elodie Hall constituent une fraude patrimoniale caractérisée,
un abus de confiance, et un préjudice moral établi. La somme de 200 000 euros, augmentée des intérêts, soit 298 000 euros, devra être restituée dans un délai de 30 jours. Une excuse publique est exigée, publiée dans 2 journaux à diffusion nationale. Tout contact non sollicité avec la plaignante sera considéré comme une violation de la présente décision et entraînera des sanctions. Audience levée. Le marteau frappa. Et tout changea. À côté de moi, Claire me serra la main, fière. Maya pleurait sans retenue. Tu l'as fait. Tu l'as vraiment fait. Je n'arrivais pas encore à bouger. Pas encore à comprendre. Ma mère était blanche comme un linge, figée. Mon père regardait dans le vide, brisé. Raphaël, au fond de la salle, ne bougeait pas. Il m'observait. Peut-être admiratif. Peut-être honteux. Peut-être un peu des deux. Mais moi, je savais. Je savais que je n'avais pas gagné contre eux. J'avais gagné pour moi. En sortant du tribunal, les journalistes se bousculaient. Mademoiselle Hall. Une réaction? Pensez-vous que cette décision ouvre la voie à d'autres actions similaires? Que diriez-vous à quelqu'un qui vit la même chose que vous? Je levai le menton, doucement. Je dirais ceci. Parfois, on ne peut pas réparer les liens du sang. Mais on peut réparer ce qu'ils ont cassé en nous. Et c'est déjà énorme. Quelques jours plus tard, le virement arriva. 298 000 euros. Maya bondit de joie en voyant le relevé. T'es officiellement riche. Et libre. Mais j'avais déjà un plan. Le lendemain matin, dans la salle commune d'un centre artistique communautaire, j'étais là. Dossier en main. Projet en tête. Bonjour à tous. Je suis Elodie. Et aujourd'hui, j'ouvre officiellement les candidatures à la Bourse Hall des Arts Libres. Un fonds destiné aux jeunes artistes rejetés, brimés ou ignorés par leur famille. Ce que j'ai vécu, je veux qu'aucun autre ne le traverse seul. Les applaudissements résonnèrent comme un baume. Et ce jour-là, pour la première fois, je me sentis complètement utile. Une semaine plus tard, j'étais dans mon salon, une tasse de thé fumant à la main, quand mon téléphone vibra. Un numéro inconnu. J'hésitai. Puis décroché. Allô? Un silence. Puis une voix. Elodie. C'est Camille. Mon cœur se serra. Qu'est-ce que tu veux? Je voulais juste dire que j'ai quitté Raphaël. Que je ne l'aimais jamais vraiment. Je voulais une vie parfaite, pas un homme. Et peut-être que j'ai compris un tout petit morceau de ce que tu ressentais. Je ne demande pas pardon. Mais je reconnais que j'ai été une idiote. Je restai un moment silencieuse. Puis je dis. Merci pour cet appel. Je te souhaite une vie moins vide. Et plus vraie. Et je raccrochai. Quelques jours plus tard, une autre surprise m'attendait. Une enveloppe. Sans nom. Sans adresse. À l'intérieur, une photo. Moi et Raphaël, enfants. Devant notre cabane, comme celle qu'il m'avait montrée au procès. Et derrière, une simple phrase écrite de sa main. J'ai commencé la thérapie. Tu avais raison. Je suis en train d'apprendre ce que signifie être un homme. Pas d'excuses. Pas de demande de réconciliation. Juste, un effort. Je souris. Je ne voulais pas renouer. Pas encore. Mais au moins, le cycle était peut-être en train de se briser. Quelques jours plus tard encore, un email. Netflix. Bonjour Elodie. Nous sommes profondément touchés par votre histoire. Nous aimerions vous proposer une adaptation en série limitée. Seriez-vous ouverte à une discussion? Je fermai l'ordinateur et me mis à rire. Maya, en entrant, me trouva hilar. Quoi? Ils veulent faire une série sur ma vie. Et tu vas dire oui? Je réfléchis. Longtemps. Puis je répondis simplement. Seulement si je peux écrire le dernier épisode. Un mois plus tard. Dans une grande salle de théâtre, éclairée par des guirlandes,
Les 12 premiers boursiers de la Fondation Hall présentaient leurs œuvres. Peinture, danse, poèmes, installations. Et moi, assise au premier rang, je pleurais. Pas de rage. Pas de tristesse. Mais de fierté. Regarde tout ce que t'as construit, murmura Maya. À partir de rien. Je lui serrai la main. Pas rien. À partir d'une douleur. D'un refus. Et d'un choix. Mon téléphone vibra. Un message. Maman. Je sais que je n'ai pas le droit d'écrire. Mais j'ai vu les jeunes de ta fondation à la télé. Et j'ai pleuré. Je ne comprends toujours pas tout. Mais je vois que tu es quelqu'un d'extraordinaire. Je suis désolée. Adieu. Je n'ai pas répondu. Je n'avais pas besoin de clore ce chapitre. Il s'était refermé tout seul. Ce soir-là, sous le ciel étoilé, je regardais les lumières du centre s'éteindre une à une. La brise portait les rires des jeunes artistes. Et dans cette nuit paisible, j'étais libre. Libre de mon passé. Libre de créer, d'aimer, de bâtir. Alors, demanda Maya, une coupe de champagne à la main. C'est vraiment fini? Je réfléchis. Puis je souris. Non. Ce n'est pas la fin. C'est le début de mon vrai premier chapitre. Et cette fois, c'est moi qui tiens la plume. Il est difficile de poser le point final à une histoire aussi dense, aussi vibrante, aussi profondément humaine que celle que nous avons suivie ensemble. Depuis les premiers instants, lorsque notre héroïne Élodie, isolée, rejetée, méprisée, a reçu ce coup de téléphone qui allait déclencher une avalanche, jusqu'à ce dernier chapitre de libération, de justice, et de renaissance, nous avons parcouru un chemin semé de douleurs, de choix difficiles, de confrontations, mais aussi de foi en soi, de résilience et de transformation. Beaucoup parmi vous, derrière vos écrans, ont peut-être reconnu dans Élodie une part d'eux-mêmes. Certains ont été blessés par ceux qui auraient dû les aimer le plus. Certains ont été trahis, manipulés, utilisés. Et pourtant, vous êtes là. Vous avez tenu bon. Comme elle. Et aujourd'hui, en revivant son parcours, nous nous rendons compte que la souffrance, aussi violente soit-elle, n'a pas le dernier mot. Ce n'est pas elle qui décide de notre valeur. Ce n'est pas elle qui définit notre avenir. L'histoire d'Élodie n'est pas seulement celle d'une femme qui a affronté sa famille toxique. C'est aussi l'histoire d'un combat pour la vérité, d'une reconquête de soi-même, d'un refus de rester prisonnière du passé. Elle aurait pu se venger par la haine. Elle a choisi la justice. Elle aurait pu vouloir tout détruire autour d'elle. Elle a préféré construire une fondation, un futur, une voie pour d'autres que la société avait aussi voulu faire taire. Voilà pourquoi cette histoire touche autant. Parce qu'elle nous rappelle qu'on peut être brisé, mis de côté, abandonné, et pourtant, se relever, et devenir une lumière pour d'autres. Et maintenant, j'aimerais vous parler à cœur ouvert. Parce que si vous êtes arrivé jusque-là, c'est que cette histoire a fait résonner quelque chose en vous. Peut-être que vous avez pleuré. Peut-être que vous avez souri. Peut-être que vous avez pensé à votre propre histoire. Ou à celle d'un ami, d'une sœur, d'un enfant. Peut-être que vous vous êtes dit, moi aussi, j'ai été trahi. Moi aussi, on a volé mes rêves. Et si vous avez ressenti ça, alors sachez que vous n'êtes pas seul. Ici, sur cette chaîne, on crée des histoires, oui. Mais pas juste pour divertir. On crée des histoires pour guérir. Pour ouvrir des dialogues. Pour dire aux âmes fatiguées, tu n'es pas fou. Tu n'es pas fragile. Tu es humain. Et tu as le droit de dire non. Tu as le droit de te libérer. Tu as le droit d'exister. Alors, si ce récit vous a touché, n'oubliez pas de laisser un like, de vous abonner à la chaîne, et d'activer la cloche de notification. Pas pour flatter l'algorithme. Mais parce que, à travers ces histoires, on crée une communauté. Un lieu d'écoute. Un espace où chacun peut se reconnaître, réfléchir,
se reconstruire. Et si vous connaissez quelqu'un qui a besoin d'entendre cette histoire, partagez-la. Elle pourrait être la graine d'un changement immense. Maintenant, asseyez-vous bien. Parce que j'aimerais vous emmener encore plus loin. Plus profond. Loin des plateaux de tournage, loin des caméras, loin même de la fiction. J'aimerais vous parler d'une histoire vraie. D'une histoire d'amour. D'une histoire éternelle. Il y a une phrase, écrite dans un ancien livre que des millions de personnes à travers le monde connaissent. Elle se trouve dans l'Évangile selon Jean, chapitre 3, verset 16. Elle dit ceci. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Peut-être que vous l'avez déjà entendu. Peut-être que c'est la première fois. Mais prenons une seconde pour la regarder de près. Dieu a tant aimé le monde. Pas un monde parfait. Pas un monde sans erreur. Pas un monde qui réussit. Un monde tel qu'il est. Fracturé. Égoïste. Perdu. Blessé. Un monde rempli de gens comme Élodie. Et comme vous. Et comme moi. Ce monde, Dieu l'a aimé. Qu'il a donné son Fils unique. Il n'a pas envoyé une punition. Il n'a pas envoyé un jugement. Il a donné, par amour, son propre Fils, Jésus-Christ. Pas pour créer une religion, mais pour ouvrir un chemin, un pont, une réconciliation. Parce qu'il savait que ce monde, notre monde, avait besoin d'un sauveur, d'une lumière, d'un espoir, afin que quiconque croit en lui. Pas les meilleurs. Pas les parfaits. Pas les religieux. Quiconque. Toi. Moi. Peu importe ton passé. Peu importe ce que tu as fait ou ce qu'on t'a fait. Peu importe si tu crois que tu n'en vaux pas la peine. Ce verset dit que tu comptes. Ne périsse point, mais aie la vie éternelle. Voilà le cœur du message. Dieu ne veut pas que tu te perdes dans la douleur. Il ne veut pas que tu continues à vivre enfermé dans les chaînes du rejet, de la haine, de la culpabilité ou du vide. Il t'offre la vie. Pas seulement une vie après la mort. Une vie ici. Maintenant. Une vie restaurée. Rachetée. Aimée. Et peut-être qu'en lisant ça, ton cœur bat plus fort. Peut-être qu'il y a une chaleur dans ta poitrine, une émotion qui monte. Ce n'est pas un hasard. C'est une invitation. L'histoire d'Élodie était puissante. Mais il existe une histoire encore plus grande, la tienne. Et tu peux aujourd'hui choisir de ne plus être seulement spectateur, mais de devenir acteur de ton propre salut. Accepter Jésus-Christ comme ton sauveur, ce n'est pas rejoindre une institution. Ce n'est pas suivre une liste de règles. C'est dire simplement, Seigneur, j'ai besoin de toi. Je reconnais que j'ai essayé seul, et que je n'y arrive pas. Je crois que tu m'as aimé, même dans mes erreurs. Je crois que Jésus est mort pour moi, et qu'il est vivant. Je veux te suivre. Je te donne ma vie. C'est tout. Et c'est tout ce qu'il faut. Alors, si ton cœur te pousse à faire ce pas, tu peux le faire maintenant, là où tu es. Ferme les yeux. Et répète ces mots. Seigneur Jésus, je reconnais que j'ai besoin de toi. Pardonne mes péchés. Je crois que tu es mort à la croix pour moi, et que tu es ressuscité. Je t'accepte comme mon Seigneur et mon Sauveur. Viens habiter dans mon cœur. Change ma vie. Fais de moi la personne que tu veux que je sois. Merci pour ton amour. Amen. Si tu as fait cette prière sincèrement, alors bienvenue dans la famille de Dieu. Et crois-moi, c'est le début de la plus belle histoire de ta vie. Tu n'es plus seul. Tu n'es plus abandonné. Tu n'es plus sans valeur. Tu es aimé. Choisi. Restauré. Et ici, sur cette chaîne, tu es une famille. Une communauté. Des histoires qui parlent à l'âme. Des récits qui élèvent. Des messages qui guérissent. Alors abonne-toi. Active la cloche. Reste avec nous. Car les histoires ne font que commencer.
Et souviens-toi toujours de cette vérité. Le rejet des hommes n'annule jamais l'amour de Dieu. Merci d'avoir été là. Merci d'avoir lu, écouté, ressenti. Que le Seigneur Jésus-Christ te bénisse abondamment. À très bientôt, pour la suite.